Alors bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout d'abord on va commencer par cette superbe semaine. Donc j'espère que vous allez bien. On est lundi et une grande semaine se tient devant nous, une semaine de réflexion, une semaine d'action, en tout cas une semaine qui n'est pas anodine pour se renouveler en cette période de crise qui risque de durer encore un certain temps. Ne nous le cachons pas. Euh, Super. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de une histoire qui m'a inspiré lorsque j'ai écouté, lorsque j'ai lu et écouté le livre par la suite. Euh, c'est l'histoire de David Goggins. David Goggins qui était un, un Navy SEAL, comme on dit aux États-Unis, c'est quelqu'un qui est dans les militaires. Et avant d'être militaire, voyons c'est quoi son histoire, voyons pourquoi euh, j'ai décidé de vous en parler. Pourquoi est-ce que selon moi c'est une personne inspirante et ça va nous permettre de... Alors si j'arrive à lancer la vidéo, hop, display. Normalement vous êtes censé voir le slide. On tente différentes choses, hein. Il y avait des slides, il y avait des... On tente et on va voir si ça fonctionne. Hop, je coupe le son. Super. Je coupe le son, je me surpose, comme ça je peux voir vos commentaires. Allez, on est parti. Alors, David Goggins. Qui est ce personnage? Alors, d'abord, pourquoi ce livre? J'ai envie de vous parler de ce livre-là? Tout simplement parce que c'est une personne qui m'a énormément inspiré lors de la lecture. Donc, j'espère que ça pourra vous inspirer aussi. Alors, qui est David Goggins? Déjà, c'est une personne qui a une enfance très très difficile. C'est une personne qui a une enfance très difficile parce que son père était Navy SEAL, qui était très très bien gradé. Et donc ils avaient une petite maison. Et c'était d'ailleurs les seules personnes noires du coin. Et il était très très bien gradé. Il était reconnu dans les services dans la société. Mais sauf que son père, lorsque on sortait de cette sphère un peu privée et familiale, son père souvent était une autre personne à la maison. C'était une personne qui était très dirigeante, c'était une personne qui était très violente, et notamment, comme vous le voyez sur l'image de gauche, c'était une personne qui était un peu manipulatrice et qui, en plus de battre sa femme, battait aussi ses enfants. Mais à l'extérieur, c'était monsieur tout le monde, c'était monsieur qui était souriant, c'était monsieur qui était serviable, donc personne ne pouvait s'en douter. Personne ne pouvait s'en douter que cet homme était très malade et violent. Donc ensuite, ayant une enfance difficile, euh, il faut savoir aussi que son père, quand elle a quitté les navys, parce que les navys prennent leur retraite assez tôt, a décidé d'ouvrir un bar-restaurant. Là, à cet âge-là, David Goggins avait à peu près 8 ans. Et un bar-restaurant, vous savez très bien que ça finit aux alentours de minuit. La fermeture à 23 heures et les gens quittent vraiment vers minuit. Le père obligeait les enfants à rester debout euh, toute la journée euh, pour, pour travailler déjà. Et le soir, quand tout le monde partait, il les obligeait à récurer les toilettes, le sol, euh, jusqu'à ce que la fatigue s'en empare. Et ils avaient que quelques heures de sommeil avant de pouvoir aller à l'école. Donc il était forcément un mauvais élève parce qu'il dormait tout le temps en classe. Et pour ça, il n'a jamais aimé l'école parce qu'il a toujours été pointé du doigt. Euh, D'ailleurs, en parlant d'école, jusqu'au lycée à peu près, il était très rebelle. Il avait une coupe de cheveux de punk, il avait les cheveux teintés en blond ou en couleur X ou Y. Et il n'était pas très aimé par le corps éducatif, hein, ça faut le savoir. Et d'ailleurs, même lorsque il était en cours, et que sa voiture, parce qu'aux États-Unis on peut conduire à partir de l'âge de 16 ans, sa voiture fut taguée par sale nègre ou que des gens passaient l'insulter de propos racistes.
et le corps enseignant et même le principal une fois a vu cela et n'a même pas réagi, comme si c'était normal. Et quand il se plaignait, il fait bah oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Donc voilà la réponse du principal lorsqu'il est parti se plaindre auprès du principal. Donc il avait le sentiment de ne jamais être écouté, le sentiment d'être abusé. Et dans cette période de lycée, enfin, quand sa mère a pris le courage à deux mains de quitter le père à cause de la violence perpétuelle, à cause des tromperies aussi, parce qu'il trompait aussi régulièrement sa femme et s'en vantait, devant elle en plus. Et une fois que sa mère a décidé de partir euh, et partir de la maison et en plus a trouvé une autre relation avec un certain Will Smith qui était Will Smith, pardon, pas Will Smith, c'est pas pareil. Cet homme-là fut assassiné 3 jours avant l'emménagement. Donc c'était vraiment une enfance très très difficile pour David Goggins. Alors, lui a eu le déclic. Il a eu le déclic dans son année de terminale, où il avait conscience que ça mènerait nulle part, que sa vie mènerait nulle part comme ça, qui ne pouvait pas juste être assis à la table des rebelles, toujours ne pas suivre les cours. Et en fait, il ne suivait pas les cours et il faisait mine de ne pas suivre les cours parce qu'en fait, il ne comprenait pas les cours. Il ne savait pas lire ni écrire, même alors qu'il était au lycée. Il savait surtout pas lire et écrire. Donc il n'avait pas les bases fondamentales et il était déjà au lycée. Donc pour feinter son ignorance, il se donnait l'air de rebelle, l'air de ne pas vouloir faire rien du tout. Et il avait des vraies difficultés. Il ne voulait pas passer pour un cancre, donc c'est pour ça qu'il se donnait des airs de rebelle. Et il était quand même grand et massif déjà pour son âge. Ici sur la gauche, on voit une photo de lui avant et une photo de lui après maintenant. Et dans cette période où il était en surpoids, et là il était déjà musclé alors qu'il était en surpoids, il était vraiment en surpoids et juste obèse et gras à un moment, après le lycée, parce qu'il ne pouvait rien faire, il était dépressif, il était sur le canapé en train de regarder la télé toute la journée chez sa mère. Sa mère qui était professeure d'université et qui avait déjà traversé beaucoup de choses difficiles, hein, être battue par son mari, et lorsqu'il quitte et trouve quelqu'un d'autre, cette personne se fait assassiner, enfin bref. Donc une mère qui a une vie difficile et qui n'avait plus l'énergie de corriger et éduquer son fils. Et au lycée, en terminale, quand tout le monde se réorientait, lui il était accepté nulle part et il a pris une grosse claque dans la tête. Et il a décidé de se mettre devant le miroir. Il a décidé de se mettre devant le miroir. Et d'un coup, il a pris une tondeuse, il s'est rasé les cheveux. Il s'est rasé les cheveux, il a enlevé sa coupe de cheveux de punk, entre guillemets, il a enlevé sa coupe de cheveux de punk. Et il avait le crâne rasé. Il avait le crâne rasé et il s'est trouvé face seul au miroir. Et il s'est posé la question, qui es-tu, David Goggins? Qui es-tu? Qui es-tu réellement? Il a commencé par se mettre des qualificatifs. Tu es gros déjà, tu es obèse, tu es fainéant. Et en fait, par le processus de se regarder dans le miroir et de dire les choses comme elles sont, il n'était pas difficile envers lui-même. Parce que toute sa vie, ce qui était difficile, c'est de surmonter le racisme, de ne pas... Alors, est-ce que tu es le seul... Brice me dit, est-ce qu'il est le seul à avoir des coupures? J'ai l'impression que tu n'es pas le seul à avoir des coupures car j'ai pas une bonne connexion d'après ce que j'entends de ma connexion. Donc je te tiens au courant, Brice, si jamais ça ne se passe pas très bien. Je vais peut-être changer de format à terme au lieu du live. Bref. Donc je disais qu'il se sentait... Bref, il a décidé de reprendre pouvoir sur qui il était. Et de reprendre pouvoir aussi sur comment se présenter vis-à-vis des autres. Et d'abord, pour faire ça, il devait prendre conscience de qui il était, d'accepter les mots difficiles que la société lui donnait. Ah, mince, ça coupe, dit Marie et Brice, mais on peut suivre au son. Bon. Alors, peut-être que si je baissais la qualité du stream pour la prochaine fois, ça pourrait fonctionner.
Je verrai si je peux baisser la qualité du stream la prochaine fois pour que ça fonctionne un peu mieux. Je vous dirai ça. Euh, Donc une fois qu'il a dit qu'il était gros, qu'il était fainéant, etc., et qu'il était d'accord avec ça, qu'il s'est rasé les cheveux, il a décidé de sortir de sa zone de confort. Il a arrêté de traîner avec les rebelles, il a arrêté de se cacher, de se lamenter. Il savait qu'il ne savait pas lire ni écrire et il commençait à avoir 18 ans. Donc il est juste parti voir les profs. Il a dit je vais changer, donnez-moi une deuxième chance. Réintégrez-moi dans le lycée parce qu'il avait été viré. Et par contre, je vais vous avouer quelque chose, je ne sais pas lire et écrire. Et quand il est parti de façon transparente et il a dit à tout le monde qu'il avait besoin d'aide et qu'il était vulnérable, bien sûr, toujours cette chose de vouloir aider est présente chez les autres. Et donc, un jour, il a eu une présentation de quelqu'un de militaire du SEAL américain qui est venu dans les cours et il s'est tout de suite senti attiré par cette voie-là, cette carrière-là, mais il fallait passer des tests, la SVAB, etc. Et ce test, il l'a raté 3 fois parce qu'il ne savait pas lire et écrire, il a dû vraiment s'entraîner. Et pour s'entraîner, il prenait le bouquin de test où il y avait à peu près 3000 questions à réviser et réviser les 3000 questions par cœur. Parce qu'il y a des choses qu'il ne comprenait pas, mais il connaissait les réponses parce qu'il avait révisé par cœur. Il est devenu SEAL. Et pendant la période de SEAL, vous savez que la période de SEAL, c'est quelque chose de compliqué, c'est vraiment très très intense. Et il s'est donné et il se trouve qu'il est arrivé parmi les premiers lors des tests physiques. À côté du SEAL, parce que le SEAL c'est très, certes très intense, c'est militaire, mais il y a quand même du temps libre. Sur les temps libres, il courait des ultramarathons. Donc les marathons, c'est à peu près 52 km, je crois, et l'ultramarathon, c'est à peu près 100 km. Bon, il courait des ultramarathons et il n'avait pas du tout la carrure d'un ultramarathonien qui est censé être fin. Lui, il était grand, il était musclé, donc il était lourd, on peut voir à sa musculature. Donc il n'a pas le physique normalement pour courir des ultramarathons. Et il avait beaucoup de difficultés, que ce soit son parcours scolaire, que ce soit son parcours au sein de l'école. Et pour surmonter ces difficultés, la chose qu'il faisait, c'était de visualiser. En visualisant, ça lui permettait de achever ses plus grandes barrières. Donc à chaque fois qu'il avait une tâche difficile à faire, il visualisait. Il se dit, ok, donc là aujourd'hui je vais devoir me lever, je vais devoir mettre mes chaussures, je vais devoir aller courir, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau, je vais courir pour m'entraîner, etc., etc., etc. Il visualisait toutes les tâches qu'il devait faire dans la journée avant de les faire. Donc c'était un grand visualisateur, je ne sais pas si ça se dit. Et des fois, il a des coups comme tout le monde, de mou, de j'ai pas envie de faire, de voilà. Donc là, ce qu'il fait, c'est que lui, il a une espèce de bocal, un bocal en verre, où il écrit sur un morceau de papier toutes les réalisations qu'il a faites par le passé, tous les succès qu'il a connus par le passé. Il écrit sur un bout de papier et les met dans ce bocal en verre. Parce que, en fait, quand il était petit, sa mère, malgré le fait qu'il soit pauvre, malgré le fait que son père donnait pas beaucoup d'argent, ne donnait pas beaucoup d'argent à sa mère et que sa mère était totalement dépendante de son père, malgré ce fait-là, sa mère, elle achetait souvent dans un pot vide, elle mettait souvent du chocolat, des barres de sneakers, enfin des Oreos, enfin bref, des bêtises, du chocolat et des sucreries que les enfants peuvent prendre une fois par jour s'ils ont accompli une bonne tâche. Voilà, c'était leur récompense. Et il a continué ça en tant adulte en mettant des bouts de papier sur ce qu'il a réussi à accomplir dans le cookie jar, comme il appelle ça, dans le vase à cookies, dans la boîte à cookies. Et à chaque fois qu'il se sentait mal et qu'il était sur le point d'abandonner, il prenait un bout de papier, un morceau de papier, il lisait ce qu'il avait accompli jusqu'à ce qu'il se sente mieux. Il remettait tous les bouts de papier dans le, dans le cookie jar, comme il dit. Et en fait, le fait d'avoir eu des victoires passées et de les revisualiser, de les revivre, ça permet tout simplement, de pouvoir se projeter. De pouvoir se projeter à nouveau dans le futur parce que notre cerveau réactive notre mentalité de gagnant et d'action.
Et ce qu'il dit, c'est quelque chose de très intéressant, c'est il faut que compter que sur soi-même. Compter que sur soi-même parce que même si on peut se réconforter et avoir un support auprès des autres, on ne peut que compter sur soi-même pour plein de raisons, parce que notamment nous sommes la clé de notre propre succès. Et parce qu'il n'y a que nous-mêmes qui peuvent passer à l'action et il n'y a que nous-mêmes qui peuvent avoir cette volonté de faire ou non. Donc ne comptez que sur vous-même. Et pendant cette période, alors qu'il était au pic de sa performance, qu'il était SEAL, qu'il était ultramarathonien, qu'il gagnait vraiment tout sur tout, il a remarqué, les docteurs lui ont trouvé un problème de cœur. Il avait des trous dans le cœur et ça, c'est des problèmes de naissance et il devait se faire opérer parce que sinon il pouvait en mourir. Bon. Pendant cette période-là, pendant 4 ans, il n'a pas pu faire de sport alors que c'était déjà un ultramarathonien. C'était très compliqué pour lui et il ne pouvait plus être SEAL. Donc sa nouvelle fonction, c'était d'aider à recruter. Et il a été contacté directement par un amiral, une personne très étoilée, pour pouvoir diversifier aussi le recrutement. Parce que chez les SEAL, c'était très, très blanc, on va dire, au niveau de la population qui était dans l'unité d'élite. Et lui, du coup, avait la mission de diversifier parce que c'était la seule personne de couleur noire au sein des SEAL. Et d'ailleurs, au moment de rentrer dans les SEAL, il avait un test. Il avait un test qui devait supporter de la part de tous les autres membres du SEAL. C'était des insultes racistes. Lui qui a connu ça toute sa jeunesse, c'est-à-dire lors du lycée, etc., il devait à nouveau connaître des insultes racistes pour un test. C'était le dernier test pour être recruté dans les SEAL. Et il insultait tout simplement pour voir ses réactions. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand on atteint un niveau de performance comme ça, quand on atteint un niveau de danger aussi, c'est parce que dans les SEAL, ils mènent des missions de vie ou de mort, tout simplement, on n'a plus le même niveau de langage, on n'a plus le même niveau de transparence et on n'a plus le même niveau de politiquement correct. On se dit les choses et il se trouve que la chose que ils s'appellent jamais tous par leurs prénoms, ils s'appellent tous par des surnoms. Et comme c'était le seul noir, c'était sûr qu'il allait avoir un surnom raciste. Donc c'était pour tester aussi sa capacité à résister à ça et de quand même laisser créer cette espèce de fratrie au sein des SEAL, parce que c'est souvent que des hommes. C'est de créer cette fratrie-là, et notamment avec les surnoms et les noms racistes, etc. Et lui, bien sûr, il pouvait faire de même en les insultant, mais c'était une espèce de, pas vraiment une insulte ou de les diminuer, mais vraiment de reprendre possession des pouvoirs que les mots confèrent. Donc le fait d'être OK avec qu'on m'insulte, d'être en phase avec et de ne pas être touché personnellement parce que c'est quelque chose d'extérieur, ça lui a permis aussi d'avancer énormément et d'être recruté pour l'unité d'élite américaine. Donc au bout d'un moment, les SEAL, ça prend sa retraite assez tôt. Et quel était son prochain challenge? Et il devait... son prochain challenge, c'était de rassembler de l'argent pour une association qui lui tenait à cœur. Et pour rassembler de l'argent pour cette association-là, il est passé sur la TV nationale en disant qu'il allait battre le record de pull-ups, comment ça s'appelle, de traction, les records de traction au monde. Donc il a dû tenter à 3 reprises. La première fois, il était sur la TV nationale. Il a raté devant tout le monde. Il est resté à 2500. La deuxième fois, il a eu comment ça s'appelle, une failure musculaire. Donc en gros, les muscles qui ont lâché. Il ne pouvait plus lever les bras parce que le corps a décidé de dire non, on est en PLS. On ne peut plus faire aucun mouvement. Donc il s'est arrêté vers 3000. Et la troisième fois qu'il l'a fait, il a réussi à dépasser les 4000. Et les 4000 était le record du monde. Et donc il a dépassé largement le record du monde. Et il a réussi à lever plus de 1 million d'euros pour une cause de donation. Et puis tout se passe bien, le cœur
se passe bien aussi. Et un jour au réveil, ça se passe pas bien. Il n'arrive plus à se lever, il n'arrive plus à marcher du jour au lendemain. Et il va faire des tests du coup médicaux. Et le docteur lui dit qu'il est sur le point de mourir. Il est sur le point de mourir, pourtant le cœur fonctionne très très bien, mais quand il va aux toilettes, ses selles et ses urines sont sanguins, il a des problèmes de reins, il a des problèmes de foie, parce qu'il fait trop de sport. Le sport excessif peut être mauvais aussi pour le corps, il fait trop de sport, et il est sur le point de mourir. Et il a une intuition comme ça, il faudrait que, en regardant, en se rappelant l'un de ses collègues qui était très très souple, parce qu'il était dans l'art martial, qu'il n'était pas souple du tout lui. Il est tendu comme un câble de fer, c'est ce qu'il dit lui-même. Et du coup, il a cette intuition-là qu'il faut qu'il s'étire. Parce que ses muscles sont trop tendus et consomment trop d'énergie tout le temps en fait. Donc il commence à s'étirer. Au départ, il n'arrive même pas comment dire, à se mettre à 90 degrés. Il ne pensait même pas à toucher ses pieds. Et il fait ça pendant des semaines, tous les jours. Ça lui procurait une douleur pas possible parce que lui, il était très très tendu, vu que c'était quelqu'un qui s'étirait jamais et qui faisait beaucoup de musculation. Et plus il s'étirait, plus il se sentait de mieux en mieux. Et pendant cette période où il a approché la mort, où le docteur lui disait bah, c'est une maladie grave, vous risquez d'en mourir dans pas très longtemps, et qu'il n'en est pas mort, tout simplement, il a perdu toute cette peur il s'est rendu compte qu'en fait, toutes ces années de racisme, toutes ces années d'inaction, toutes ces années de, d'énergie gâchée, c'était en fait pour se préparer à devenir ce qu'il est devenu après. Donc il ne regrette pas ça. Et s'il se projette dans le futur, il a dit si jamais je meurs, j'ai pas envie d'être sur mon lit de mort et regretter les choses. Parce que la peur numéro une, c'est pas la phobie de parler, hein. Ce n'est pas devant les gens, ce n'est pas les araignées. C'est quand on est sur un lit de mort, c'est de regretter d'avoir des remords, non pas sur ce qu'on a fait et ce qu'on a dit et ce qu'on a fait, mais plutôt sur ce que l'on n'a pas fait, ce que l'on n'a pas fait. Et c'est là qu'il s'est dit que maintenant que j'arrive à vivre à nouveau grâce au stretching et il a résorbé beaucoup de ses problèmes d'organes juste avec l'étirement. Donc comme quoi l'étirement c'est hyper important. C'était et si maintenant? Et si? Qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Et si? Donc voilà pour l'histoire de David Goggins, qui a été une histoire qui selon moi est très inspirante. Je vous demande de mettre des likes, des pouces bleus, de partager si ça vous a inspiré. En tout cas, comme d'habitude, la matinale du Cercle d'Alice c'est tous les matins à 7h. Je vais voir s'il y a un autre moyen pour faire le stream. Peut-être de préenregistrer, de diffuser en live le stream, à voir. Je vous tiens au courant de comment ça peut se passer par mail aujourd'hui dans la journée. Et sur ce, je vous remercie encore de m'avoir suivi tout au long de ce parcours-là. Et je vous dis tout simplement à tout à l'heure parce qu'on ne se quitte jamais vraiment et qu'on est toujours connecté. Donc à tout à l'heure. Merci encore. Salut, c'est Alexis de l'équipe d'Ali. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si ça t'a plu, est-ce que je peux te demander de t'abonner et de mettre un pouce bleu? Et si jamais tu veux encore plus de contenu de bonne qualité, abonne-toi à la liste privée du Cercle d'Ali.